Je laisse 2 minutes. Alors, je vais peut-être commencer par présenter les participants de ce panel. Donc, on va commencer par Gaëtan Mangin, donc, qui est sociologue et qui a travaillé sur la sphère. Alors, c'est tellement vaste et en même temps précis. Sur l'automobile. Donc, voilà, je regarde du côté d'Estelle. Donc, on va parler ce matin d'automobile, du rapport à l'automobile. Et Gaëtan va nous présenter aussi comment on approche finalement les mobilités d'un point de vue ethnographique. Ensuite, je vous présente donc Damien Courbe du CEREMA. Donc, Damien, on a fait un panel ce matin pour que vous puissiez présenter différentes approches. En fait, comment on approche les mobilités rurales, quelles idées on s'en fait, comment construit aussi l'objet mobilité rurale. Et ensuite, je vous présente donc tout au bout Joël Messonnier, qui est socio-anthropologue et qui nous présentera aussi un aspect, pour le coup, un tout petit peu différent, parce que lui travaille à base de films et intègre une dimension artistique, en fait, à son travail. Et donc, on verra un peu, c'est pour montrer 3 approches un peu différentes et de voir comment on construit cet objet, finalement, de plus en plus à la mode, mais finalement assez méconnu, des mobilités rurales. Et je laisse la parole à Damien Courbe. Alors, juste, je vais me lancer un petit chrono pour voir. D'accord. Souvent, je suis prolixe. Du coup, je m'appelle Damien Courbe, je suis le chef du groupe mobilité au CEREMA à Nantes. Donc, je ne suis pas du tout dans mon secteur de jeu là, de la recherche, parce que moi, je fais des études. On est un gros bureau d'études publiques, le CEREMA. Et donc, je travaille principalement pour les collectivités sur les questions de mobilité rurale. Donc là, mon intervention... Celui-là est mieux ? Ok. Du coup, là, mon intervention, elle va être plutôt pas fondée sur de la science bien assise, mais plutôt sur une approche un peu sensible de mon expérience. Donc voilà, je m'excuse, parce qu'effectivement, j'ai participé aux débats d'hier qui sont probablement plus profonds. Mais voilà, c'était l'idée de partager un peu le vécu du point de vue des collectivités, du point de vue d'un bureau d'études qui travaille sur ces questions de mobilité rurale et des services qu'on peut offrir, du coup, à la population, ou qu'on fait avec la population. Voilà. Donc, depuis... alors, on en a parlé pas mal hier, mais c'est vrai que depuis les 30 Glorieuses, en fait, les services de mobilité organisés par la puissance publique s'appelaient historiquement pas mobilité, mais transport public. On a eu longtemps une longue période de transport public, et la logique historique de la puissance publique, elle était sur le service, sur l'offre. Le volume, le nombre de sièges offerts, le nombre de kilomètres offerts. C'était très orienté, on va dire, globalement en zone urbaine pour la desserte du quotidien. Et encore, historiquement, on va dire, pour les pauvres, ce qu'on appelle les captifs. Donc, on va dire, le bus en ville a été longtemps l'outil de transport des populations captives de ce mode-là. Donc, soit ceux qui n'avaient pas de voiture, globalement les enfants, donc les scolaires. Ça existe encore aujourd'hui beaucoup en zone rurale. Une grosse offre de transport public en zone rurale qui est très présente en France, qui est le transport scolaire. On a 3 points de part modale de transport public à la campagne, c'est principalement le scolaire, mais qui est encore un outil qui est très présent. Et puis, tous ceux qui n'avaient pas de voiture ou pas les moyens d'avoir une voiture, pour faire simple. On a une grosse évolution sur le transport public en zone urbaine, on va dire, depuis les années 2000, avec une évolution forte de l'image des transports, alors avec une évolution du matériel roulant. Donc on va dire, on prend les chronobus à Nantes, ça ressemble plus à un avion qu'à un vieux bus historique. Donc maintenant ça attire les cadres, on a un changement même de la logique de prendre les transports publics, ça devient un peu une norme, quelque chose de cool, là où dans les années 80-90 c'était plutôt stigmatisant. Voilà, donc on a une très grosse évolution, un très gros investissement de la puissance publique pour changer l'image de ce transport. C'est moins vrai encore aujourd'hui en zone rurale. Le car interurbain reste un objet qui est limité. Globalement, on en revient aux captifs, ceux qui n'ont vraiment pas le choix et ceux qui n'ont pas le permis. Donc du coup, ils n'ont pas le choix. Tout ça pour dire qu'en zone urbaine, je fais pas mal de digressions, mais c'était historiquement la desserte du quotidien, et puis
en interurbain, c'est la vitesse. Donc on a eu une très grosse évolution sur l'avion et le TGV. On a perdu toutes les petites lignes de desserte du quotidien du fer, hein, et on a perdu le grand interurbain, TGV et ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, en gardant un peu cette logique de l'aménagement, du désenclavement. Donc on a quand même des points un peu comme ça à la campagne et dans la diagonale du vide pour garder ce désenclavement, mais qui n'est pas la desserte des trajets du quotidien. C'est pas ça l'objet. C'était aussi lié, pour moi, alors ça vaut ce que ça vaut, à la question de l'organisation de la compétence. La compétence portée par les collectivités, c'est effectivement, on avait une compétence, ce qu'on appelle les compétences, hein, c'est légal en fait. Hein, voilà, les compétences des collectivités. Globalement, les agglos, communautés urbaines, enfin ça a changé de nom dans l'histoire, mais les métropoles après, enfin voilà, avaient une compétence mobilité. Donc eux, ils s'occupaient des trajets des gens à l'échelle de leurs compétences. Il y a un géographe qui parlait des échelles et en fait ça joue beaucoup. Là où les AOT, autorités organisatrices des transports, étaient les départements et les régions et l'État. L'État pour les autoroutes, hein, parce que je parlais de la vitesse et de la grande distance. En fait, on a aussi tout l'aménagement autoroutier qui va avec. Et du coup, l'échelle de l'État, de la région et le département, c'est des déplacements assez lointains, en fait. C'est des pôles avec des distances élevées. Ce qui nous a amené à avoir un système de transport public qui était organisé comme ça. Pour ceux qui avaient la compétence à petite échelle, ils avaient fait le transport du quotidien. Puis ceux qui avaient à grande échelle, on avait à l'échelle des départements les cars qui faisaient les grands pôles du département, et puis les TER qui faisaient les grands pôles d'une région, pour faire simple. Et puis, on en a reparlé hier, gilets jaunes, les gens en ont marre, ça coûte cher. On s'est rendu compte d'un coup, un peu effet gueule de bois, de la dépendance qu'on avait eue avec la voiture, en se disant, en fait, si le litre prend 2 balles, en fait, je suis mort. On a construit tout notre système urbain là-dessus, hein, sur la bagnole, hein, donc c'est pas de la faute des gens. Hein. On a fait des petits lotissements où il n'y a aucune desserte, il n'y a aucun service. Voilà, on parle de nos parents hein, à ce moment-là. Et du coup, ça allait très bien quand la voiture coûtait pas cher. Et puis d'un coup, là, on prend un coup et on se dit mais en fait, je vais crever la gueule ouverte parce que il y aura pas de moyen de m'en sortir en fait. Même les transports publics n'ont pas de logique en fait. Dans des zones pavillonnaires, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi alors attendez, j'essaie de reprendre la logique des transports publics. Ouais, c'est bien ça. Pourquoi ça marche pas? Alors, on se le demande. C'est le teasing. Bon, c'est pas grave, j'avais pas prévu de le dire là, mais je le dis maintenant. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, les indicateurs historiques, bureau d'études, ce qu'on me demande, on a construit notre logique de construction des transports publics sur quelque chose qui s'appelle la rentabilité socio-économique d'un projet de transport. Donc en fait, pour faire simple, on s'est dit, quand on fait un projet de transport, ça coûte de la thune à la puissance publique, quel qu'il soit, que ce soit une infrastructure ou des services. Globalement, c'est très subventionné. Enfin, les deux sont très subventionnés. On a oublié que la voiture était très subventionnée. Elle l'est. Hein. On offre l'infrastructure à tout le monde. Donc, on a quand même beaucoup de routes qui coûtent un rein à la nation pour que les gens circulent dessus. Donc, c'est quand même très, très subventionné. C'est pas vrai sur le fer ou sur le tram, par exemple, où l'infrastructure est payée par celui qui l'utilise en permanence. Pas forcément l'usager, hein, c'est la puissance publique qui le subventionne. Mais voilà, donc tout ça pour dire que tout le système de transport public est très subventionné. Bon, ça reste l'argent des gens, c'est toujours le même argent qu'on fait basculer d'un côté ou de l'autre, mais du coup, pourquoi ça marche pas? Parce qu'on avait les indicateurs de rentabilité socio-économique. Voilà. Quand on me demande est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire un projet de transport public, je fais un beau modèle en m'appuyant sur les comportements qu'on a observés dans le temps et on rentre tout ça dans un ordinateur, on tourne les boutons et puis on se dit que si on arrive à reproduire les comportements actuels, on peut deviner les comportements futurs. Voilà. Ce qui ne marche pas du tout dans notre affaire là du moment où on essaie de faire des changements de comportement. Du coup, tous nos outils sont complètement foutus en fait, hein, parce que un modèle ne peut pas reproduire un changement de comportement, puisqu'il s'appuie sur l'observation pour prédire le futur. Par exemple, le vélo ne fonctionne pas du tout. Puisque là, ce qui fait que les gens font du vélo aujourd'hui, c'est pas du tout l'augmentation de l'offre. L'augmentation de l'offre de pistes cyclables, de vélos en libre service, tout ça a permis de produire le terreau favorable à un changement de comportement. C'est la mode qui fait que les gens font du vélo. C'est parce qu'ils trouvent ça cool. Enfin, voilà. Si on peut faire une piste en plus, une piste en moins, on n'aura pas plus de cyclistes. Donc voilà. Bon, je continue sur le fait qu'on a des modèles. Je vois que vous dodelinez.
Je m'appuie sur mon expérience sensible. Voilà. Voilà, facile. Mais il n'empêche que les sauts de pratique qu'on a observés ces derniers temps ne sont pas du tout appuyés sur l'augmentation de l'offre. Non, l'articulation entre effectivement l'augmentation de l'offre historique et l'augmentation de la pratique ne se traduit pas sur ces dernières années. Donc en fait, en tout cas, nos équations ne fonctionnent pas. Je ne veux pas dire qu'au bout d'un moment, dans les grands nombres, ça ne va pas fonctionner. Ça marche sur la voiture, ça marche sur les transports publics, ça marche sur des choses qui sont assez stabilisées dans les comportements. Mais là, aujourd'hui, il y a d'autres phénomènes que nous, on n'est pas capable d'expliquer, en tout cas en tant que bureau d'études. On n'arrive pas à tourner le putter qui dit que là, les gens, ils augmentent leur pratique, même à des endroits où on n'a pas d'augmentation de l'offre. C'est autre chose. Donc c'est probablement d'autres modèles qu'il faut utiliser que ceux que nous, on utilise. C'est ça que je veux dire, enfin, j'entends. Tout ça pour dire que on sort, et à la fin, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent public là-dessus ? Oui, non. Pour savoir, eh ben, on monétarise toutes les externalités d'un projet. On prend, ah ouais, alors ça bouffe de la terre agricole, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça détruit de la zone humide, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais ça fait plus de sécurité routière, ça sauve des vies, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, et puis du coup, les gens ils sont plus exposés au bruit, je veux dire, avec une déviation d'agglomération, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis à la pollution, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, mais du coup, comme ils font un détour, ça coûte plus cher en gasoil, ça fait plus de gaz à effet de serre, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et puis en plus, ça use des véhicules, ça c'est une mauvaise nouvelle. Oui, mais quand ça use des véhicules, ça fait de l'emploi, ça c'est une bonne nouvelle. Enfin bref, on va très très loin dans ce genre de délire, et on arrive à la fin, on transforme tout ça en euros, et on se dit, bah, ça valait le coup de mettre 100 millions d'euros d'argent public, parce que collectivement, on dégage un bénéfice. Ce qui est l'équivalent public du secteur marchand. Globalement, le secteur marchand, si des gens achètent et que tu fais un bénéfice, ça vaut le coup. Et ben nous, comme on n'a personne qui nous achète et qu'on fait du bénéfice, on calcule le bénéfice estimé des autres. Voilà. Et donc ça, en fait, ça marche jamais dans les secteurs périurbains ou ruraux, parce qu'en fait, on a trop peu de pratiques. Donc en fait, on n'a jamais fait ces objets-là, et on n'a jamais pensé, en fait, les moyens de se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire des transports publics en zone rurale ? Alors il y en a eu un peu dans les logiques que je disais de désenclavement, c'est-à-dire, ok, il faut que les gens puissent accéder à un minimum de services, mais toute l'offre des 20-30 dernières années était guidée par cette logique de rentabilité socio-économique, dont le principal vecteur est le temps. Ce qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est le temps. C'est le temps gagné par les gens. Et donc, il faut changer ce paradigme-là pour changer la façon qu'a la puissance publique de faire des services. Si demain, on modifiait en se disant ce qui est important, c'est les gaz à effet de serre, on augmente la tonne, on aura d'autres projets. La valeur de la tonne. On augmente la valeur de l'accès aux soins ou de l'accès aux loisirs pour les personnes en zone rurale, on leur donne une valeur bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui dans nos calculs, et ben on va voir sortir d'autres projets. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous dire, un outil qui guide beaucoup la puissance publique. Donc on a dit gilet jaune, parce que les gens ils avaient pas ça, et du coup on s'est dit, ah, en fait le problème c'est qu'il y a des zones blanches. Alors, il n'y avait pas vraiment de zones blanches, il y avait plein d'autorités organisatrices des transports qui se superposaient sur les mêmes territoires, mais aux échelles que je disais, et du coup, il y avait personne qui s'occupait des petits déplacements à la campagne. Et donc, on a créé les AOM. Globalement, si vous regardez la carte des autorités organisatrices de la mobilité, ou la LOM, dont on a parlé hier, Loi d'orientation des mobilités, a dit on veut qu'il y ait un chef de file sur tous les territoires pour se dire qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens localement. L'esprit de la loi, c'est que ça devait être l'EPCI, la communauté de communes, qui s'occupait de ça, parce que c'était la bonne échelle pour parler de la vie des gens. À défaut, c'est la région. La France, si vous regardez la carte des AOM, elle est coupée en deux. Nord-ouest, c'est les EPCI qui ont la compétence. Sud-est, c'est la région. Il y a eu des pressions politiques, des ambitions différentes, des régions qui ont dit vous ne prendrez pas la compétence, c'est une compétence régionale de la mobilité, vous ne vous en occupez pas. Dans le Grand Ouest, logique plus historiquement partenariale, dire bah, vous la prenez mais on ne vous abandonnera pas. Enfin, voilà. Bon, c'est des choix. On verra dans 10 ans, est-ce que les services de mobilité sont très différents, ceux qui se sont développés. Du coup, on a créé donc ces AOM, on va prendre le Grand Ouest comme exemple, donc c'est une Comcom, et là on va se dire, ah ben on va faire de la planification. La loi a permis de faire de la planification, on est un État planificateur, on aime bien ça, donc historiquement il y avait les PDU, plans de déplacement urbain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est ce qui dit qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années dans une grande ville, et ben on s'est dit on va faire pareil à la campagne, les PDMS, plans de mobilité simplifiés. Du coup, nouvel outil de planification, on n'avait jamais fait. Gros problème, c'est que souvent, quand on fait de la planif, on se dit tiens, on va faire de l'observation. Mais en fait, on n'a pas d'outil d'observation de la mobilité en zone peu dense.
Ce qu'on a en zone urbaine, ce qu'on appelle les enquêtes de mobilité, ou les enquêtes ménage-déplacement historiques, ça coûte, on vient d'en faire une sur Nantes Métropole, c'est 2 millions d'euros, ça prend 2 ans, et on prélève 1% de la population. Quand c'est assez dense, ça marche. Ça devient compliqué en zone peu dense d'avoir des représentations statistiques, et puis d'avoir quelqu'un qui mette autant de pognon pour si peu de choses, quoi. Et donc on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'outils de connaissance de la mobilité, et surtout de connaissance de l'immobilité. Parce qu'en fait, du coup, on utilise, moi en tant que bureau d'études, j'utilise de la donnée, on va dire, je sais pas comment dire, une donnée partielle ou parcellaire. Du coup, c'est la donnée de fréquentation que je prends pour faire mes analyses. Donc j'utilise la fréquentation des cars, des bus, des trains, les comptages routiers, choses comme ça. Donc en fait, je mesure les gens qui se déplacent. J'ai aucune idée des gens qui ne se déplacent pas. Or, la plupart des services de mobilité, c'est pour, on l'a dit, les gens qui ne se déplacent pas. Donc on peut travailler sur ce qu'on appelle le transfert modal. Les gens ils prennent leur bagnole, ils pourraient prendre le train, mais c'est toujours ceux qui se déplacent. C'est pas les 10% de population non motorisée de la zone rurale qui, eux, sont coincés, dont on a parlé hier notamment. Et alors, du coup, on a redécouvert tout un univers. Parce qu'en fait, il n'y avait pas rien. Et c'était nous, les acteurs de la mobilité, on ne savait pas comment faire. Et on l'a dit hier, en fait, en zone rurale, il y a beaucoup d'acteurs qui existent, mais qui sont plutôt issus du monde des solidarités. Donc du monde de l'action sociale, les CCAS, les CIAS, les missions locales, ils ont inventé plein de trucs en fait. Il y avait déjà des gens qui avaient des problèmes, ils ont déjà essayé plein d'assauts, un tissu associatif hyper important. En région Pays de la Loire, on a dénombré 120 ou 130 assauts de mobilité solidaire en fait, avec des garages solidaires, des vélos-écoles, des transports d'utilité sociale. Et du coup, la puissance publique en tout cas, on va dire, le monde de la mobilité a redécouvert cette action-là qui était portée par l'action sociale et lui a donné, j'ai plus de temps. Si, c'est bon. Et lui a donné un cadre légal. On a dit, tiens, en fait, dans la LOM, maintenant, il y a un truc qui s'appelle la mobilité solidaire. Ça n'existait pas avant. La puissance publique n'avait pas de moyens de se saisir de ce sujet-là. C'était toujours un truc un peu détourné. L'action sociale est très forte pour faire des trucs détournés. Là où le monde des transports est un truc un peu assis, avec une relation de la puissance publique qui est très forte, qui est très prescriptive. Dans le monde des transports, c'est la puissance publique qui décide, c'est elle qui paye, et c'est elle qui est responsable. Dans le monde de l'action sociale, la puissance publique, c'est un peu une influenceuse, ou un influenceur. Elle fait de la sub, elle est une asso, et c'est l'asso qui fait son truc. Et c'est vraiment pas le même univers. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est pas du tout les mêmes façons de penser. Moi, dans le monde des transports, on parle en dizaines d'années, en millions d'euros, et avec des délégations de services publics de 6 ans. Dans le monde de l'action sociale, on parle annuellement, avec de la subvention, avec une liberté associative, alors que jamais la Sémitane fera ce qu'elle veut. C'est Nantes Métropole qui décide. Mais à l'inverse, c'est Nantes Métropole qui est responsable. Si demain, il n'y a plus de tram qui tourne, personne ne va aller râler à la Sémitane, tout le monde va aller écrire à Johanna Roland. Et à l'inverse, dans le monde de l'action sociale, quand un financeur s'écarte, c'est toujours l'association qui est responsable. Et ça meurt petitement. Il va se débrouiller. C'est des gens qui sont faits de très agiles, comme on dit poliment aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à penser, vu du monde des transports, qu'on leur met la tête sous l'eau, et puis dès qu'ils arrêtent de respirer, on leur donne une petite bouffée d'air, quoi. Et c'est vraiment pas les mêmes relations de la puissance publique avec ces acteurs. Et du coup, en redécouvrant par les acteurs de la mobilité cette partie-là de l'offre, qui est en fait, à peu de choses près, la seule offre qu'on peut se payer en zone rurale. On peut se payer la mobilité solidaire, le covoiturage et le vélo. Jamais on pourra se payer des transports publics lourds avec des navettes qui font des tours. Enfin, on en revient, socio-économiquement, ça n'a pas de sens. Il en faut pour du désenclavement, pour du rabattement, mais ça ne marchera pas. Par contre, toutes ces solutions appuyées sur la solidarité, qui marchent encore, on parle du covoiturage intermédiaire, c'est super, c'est très bien, mais on redécouvre un truc qui, existait depuis super longtemps, qui représente en fait peu de choses. On a fait les exploitations des enquêtes ménages, le covoiturage intermédiaire, ça représente 2% de l'ensemble du covoiturage. 3% peut-être. Allez, quand tu mets beaucoup de moyens pour que les gens viennent dedans, 4%. Il y a encore beaucoup de covoiturage qui se fait naturellement, parce que les gens, ils emmènent les enfants des autres faire le match de foot, parce que tu as le covoiturage intrafamilial, parce que c'est pas interdit de faire du covoiturage intrafamilial, parce que tu as le covoiturage avec les voisins, avec ta famille. Quand tu vas à un événement ou que tu vas à un spectacle, tu pars pas à 5 voitures tout seul. En vrai, c'est pas tant de gens qui le font, de partir à 5 voitures tout seul. Enfin voilà. Donc en fait, ça existe encore. C'est pas une grosse part de la mobilité de qui le travail, mais ça reste une part importante de la mobilité. J'en reviens à mes indicateurs qu'on n'a pas, c'est qu'en fait, du coup, dans la mobilité en zone rurale, on a beaucoup de mal à connaître ce que font les gens. Du coup, on s'appuie sur le peu de données qu'on a, donc par exemple les navettes domicile-travail de l'INSEE.
Ça, c'est une donnée qu'on mobilise tout le temps, mais en fait, le domicile-travail, c'est 20% des déplacements. Donc en fait, c'est que dalle. C'est à la fois 20% des déplacements, et en plus, c'est peut-être pas l'angle qu'on souhaiterait avoir en zone rurale. C'est bien le domicile-travail, c'est super, mais en fait, c'est pas ça qui manque aux populations principales. Il leur manque l'accès aux loisirs, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès aux autres, et qui est une part importante des déplacements. Et c'est là où... 2 minutes. Ah oui. C'est là où, on doit intervenir, et c'est là où il faut que la puissance publique se fixe des objectifs autres que ceux qu'on a traditionnellement en zone urbaine. Il faut penser différemment la mobilité. En zone urbaine, le but, c'est de décharger les bagnoles, en fait. Enfin, c'est un peu ça. En zone rurale, le but, c'est autre chose, et c'est d'autres outils qu'on va pouvoir mobiliser, dont les outils de la mobilité solidaire. On parlait hier du vocabulaire. C'est hyper rigolo quand tu interviens en zone rurale, parce que là, du coup, tu as des acteurs très différents, qui ont des libertés très différentes. En fait, tu n'as pas la puissance publique qui décide et les autres qui font. Tu as plein de gens qui font ce qu'ils veulent, et il faut organiser tout ça, et ils n'utilisent pas les mêmes mots. C'était marrant, hier on a eu un débat, quelqu'un qui a dit « Ah oui, alors qu'est-ce que vous pensez de la mobilité inversée ?» L'autre dit « Mais pas de problème, parce qu'en fait, il y a l'allée vers. » Donc mobilité inversée, c'est le langage globalement du monde des transports. L'allée vers, le monde de l'action sociale. Et pour le monde du kidam moyen, il dit « Ah oui, l'ambulant ou le marché. » C'est de ça dont on parle. Et en fait, on va faire se croiser en zone rurale des acteurs qui n'ont pas du tout le même vocabulaire, qui poursuivent le même but, pas avec les mêmes moyens. J'avais fait une réunion avec l'administration centrale, DGITM, donc administration centrale côté transport, et la DILP, côté action sociale, délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Et c'était marrant parce qu'on parlait de la mobilité solidaire, et il y en a un qui dit « Ah non, mais jamais de la vie, moi je financerais le matériel roulant, on finance que le fonctionnement. » Ça c'est côté action sociale, on ne finance pas l'investissement. Pourquoi ? Historiquement, ce sont des assos qui portent ça, ou des privés, et du coup l'État ne veut pas que ces gens-là s'enrichissent, parce que si on payait de l'investissement, le matériel roulant ou les bâtiments, il reste après propriété de l'association ou du privé. Côté transport, on a des exploitants, mais le matériel roulant et l'immobilier appartient à la puissance publique. Donc eux ne financent que l'investissement. La DGITM ne finance que l'achat de trams, de voies de chemin de fer, enfin peu importe. Et l'acteur de la mobilité solidaire qui est au milieu, lui, on pourrait se dire c'est cool, il a les deux. Non, en fait, c'est cool, il n'a rien du tout. Enfin, où on lui dit ah bah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. En fait, lui, il a les mêmes contraintes que l'acteur des transports historiques. Et aujourd'hui, il est financé par le monde des solidarités, qui a des logiques annuelles budgétaires, là où le monde des transports a des logiques pluriannuelles, parce qu'on comprend bien que pour faire une infra et acheter un train, ça met du temps. Le monde des solidarités a l'habitude d'avoir un temps de retour très rapide. En général, c'est de l'investissement, c'est du financement direct. C'est-à-dire, on donne des aides, on appelle ça comme on veut, mais donc l'élu, il a l'habitude que dans l'année, quand il dit tiens, j'ai un budget de 100 000, ah bah t'as aidé combien de personnes ? On a aidé 20, 40, 50, 100 personnes, super, c'est cool. Dans le monde des transports, l'élu, il a l'habitude que ça va prendre 10 ans. D'abord, il a une idée, nous, on va faire plein d'études, après, il faut le temps de mettre en place le service, le temps que ça monte en charge pour faire l'évaluation. Voilà, ça prend du temps, il a l'habitude. Ça coûte des millions, ça prend du temps. Sauf que l'acteur, aujourd'hui, de la mobilité solidaire, il est contraint par la logique des solidarités. C'est-à-dire qu'on lui dit « Ah, bah t'as un budget de 100 000. » Non, t'as pas un budget, tu vas avoir une subvention. Donc pour l'instant, t'as pas l'argent. La subvention, tu l'as pas au début, hein, tu l'as à la fin. Donc lui, il doit aller faire un emprunt, recruter une personne, commencer à acheter 2 bagnoles, parce que c'est un peu ça. Hein. Il va mettre, et puis l'année, elle est foutue. Et du coup, l'élu lui dit bah, « Qu'est-ce que t'as fait ? Et t'as aidé combien de personnes ? Bah 0, pour l'instant, j'ai fait tout ça. » Et donc, c'est tous ces mondes-là qu'il faut qu'on fasse se rencontrer. C'est hyper intéressant, c'est génial. Hein. Voilà, et puis j'ai plus de temps. Du coup, je m'arrête là, comme ça. Voilà, c'est sec. Merci Damien.